J'ai longtemps hésité à parler de la réalité des Premières Nations, car comme Canadien blanc, issu de la colonisation française, je ne suis pas le mieux placé pour comprendre leur réalité, loin de là. Je ne prétends pas être la meilleure voix, mais je crois que pour notre rédemption collective, il s'agit d'un devoir juste que de vous parler aujourd'hui des violations des droits de l'homme que mon pays a commis. Je veux surtout vous parler de ce que je considère comme des violations actuelles et perpétuelles des droits de l'homme et de la dignité à laquelle chacun des citoyens de mon pays a droit. Je crois qu'il est de ma responsabilité de vous en parler et de vous exposer les plaies encore ouvertes de mon pays. Je veux vous parler du cas de Larry Adlaluk, un Inuit, qui est symptomatique d'une instrumentalisation des Premières Nations aux fins de l'intérêt national. Sa vie a commencé par un drame, résultant d'une violation de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui va comme suit. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit est également repris à l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. La famille de Larry venait d'Inukjuak, un village situé dans le Grand Nord québécois. Au début des années 50, le gouvernement fédéral invite Larry et sa famille à venir s'installer dans la communauté de Grise Fiord, sur la terre des Lesmer. On leur promet que la chasse sera meilleure et on leur garantit qu'au bout de 2 ans, s'ils ne sont pas satisfaits des conditions de vie dans le Grand Nord, ils pourront revenir à Inukjuak. C'est donc sur la base de ces 2 promesses, qui s'avéreront être de mensonges, que la famille accepta de déménager à Grise Fiord. Afin de mieux comprendre ce que signifie vivre à Grise Fiord, il serait peut-être mieux de s'attarder à son nom en Inuktitut, Haojetuk, qui signifie « le lieu qui ne dégèle jamais ». Au lieu de se trouver dans un endroit où la vie allait être soi-disant meilleure, Larry a emménagé dans un des lieux les plus hostiles de notre planète. Grise Fiord est la communauté se trouvant le plus au nord du Canada. La température annuelle moyenne avoisine les moins 16,5 degrés Celsius. De plus, durant l'hiver, puisque ce lieu se situe au nord du cercle polaire, la famille doit vivre dans la nuit éternelle et faire face à des températures pouvant atteindre les moins 62 degrés Celsius. Je vous demande de vous arrêter un instant et d'imaginer ce que cela peut être de vivre seul, dans un tel isolement, dans une nuit qui se prolonge des mois et des mois sur ces terres étrangères. Je crois qu'il n'y a que très peu de visions qui se rapprochent autant de l'enfer que celle-ci. La famille de Larry ne réalisait pas qu'elle était victime d'une bataille géopolitique que se jouaient les grandes puissances de l'époque. Ils n'étaient que des pions manipulés sans scrupule. Le Canada voulait assurer sa souveraineté dans le Nord et y installer des citoyens de force. Qu'importe si ce sont des citoyens de seconde zone. Larry et sa famille durent se débrouiller par eux-mêmes pour survivre dans ces terres inhospitalières. Le père de Larry ne put survivre au choc du déracinement. Il mourra à peine 10 mois après son arrivée à Grise Fiord. Il faut tout de même reconnaître les gestes justes qui ont été posés par le gouvernement fédéral. En 1996, le gouvernement a créé un fonds de 10 millions de dollars pour indemniser les victimes. En 2010, le gouvernement a fait des excuses officielles au peuple autochtone. Ces gestes sont bons, mais ils ne redonneront pas à Larry
son père qu'il a perdu à l'âge de 3 ans et ne lui permettront pas, à lui et à sa famille, de vivre avec dignité aujourd'hui. Les droits de l'homme possèdent deux facettes essentielles qui ne peuvent être dissociées. Les droits civils et politiques sont intimement liés aux droits sociaux et économiques. Ils sont les deux faces d'une même médaille. Au-delà de la violation de ses droits civils, qui le privèrent comme enfant de la présence de son père, Larry a vécu et vit encore aujourd'hui dans des conditions qui sont des violations claires de ses droits sociaux. En effet, ce dont je vais vous parler à tous, honorables membres de cette Assemblée, ce sont des violations actuelles et quotidiennes que vit Larry Adlalo. Je vous ai parlé de son passé, mais laissez-moi vous parler des défis auxquels il doit faire face tous les jours. Car bien que l'on reconnaisse nos torts passés, comme Larry le dit si bien, I cannot eat full recognition. Il est important de se remémorer l'article 11 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, qui garantit à toute personne un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les droits sociaux de Larry Adlalo sont violés suivant 4 grands axes. Le premier étant celui de l'accès à la nourriture. Le coût pour obtenir des aliments de base à Gracefjord, en raison de son isolement, est exorbitant. En fait, Radio-Canada faisait état récemment qu'Amazon fait plus pour combattre l'insécurité alimentaire que notre gouvernement fédéral. Cela peut paraître surprenant, mais il est plus abordable pour les habitants du Grand Nord d'acheter des denrées alimentaires en ligne avec un abonnement Amazon Prime que dans les magasins locaux. Au Nunavut, le territoire qu'habite Larry, 1 personne sur 4 souffre d'insécurité alimentaire. Pour vous donner des exemples concrets, si un simple 2 litres de jus de pomme coûte en moyenne 2 $ au Canada, au Nunavut, il en coûtera 10. Si 2 kg de sucre coûte environ 2,70 $, ce coût quadruple au Nunavut. Il est ridicule qu'une compagnie privée en fasse plus pour combattre l'insécurité alimentaire que notre gouvernement. Larry doit se battre chaque jour pour nourrir sa famille. Un combat que l'on croyait, dans notre arrogance occidentale, uniquement pour d'autres pays. Le deuxième axe dont je veux vous parler, toujours dans le cadre de l'article 11 du Pacte, est la question du logement. En fait, la crise du logement dans les communautés du Nord est criante et les constructions n'arrivent pas à suivre la courbe démographique dans ces régions où l'accès à l'eau potable est souvent un enjeu. La situation est telle que les logements sont surpeuplés et 3 générations doivent vivre dans des conditions qui ne sont aucunement adaptées. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Le troisième axe est un axe extrêmement sensible et complexe, dont les causes peuvent difficilement être résumées dans le cadre de cette plaidoirie. Il s'agit d'un taux de suicide catastrophique. Catastrophique. Particulièrement chez les jeunes, comme ceux que Larry élève à Gracefjord. Un adolescent sur 9 a contemplé l'idée de mettre fin à ses jours. Une personne sur 20 admet avoir tenté de mettre fin à ses jours. Sur le territoire qu'habite Larry, il y a 1000 suicides par année. Par rapport à la moyenne nationale, c'est un taux 11 fois plus élevé. Il s'agit d'une violation de l'article 12 du Pacte, qui garantit le droit qu'à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Pour Larry et sa famille, il s'agit d'un contexte social insoutenable. Le dernier axe concerne l'article 13 du Pacte, qui garantit le droit à l'éducation.
Il n'y a que 18 % des jeunes qui graduent de l'équivalent canadien du lycée et seulement 11 % qui possèdent une éducation supérieure. Dans un territoire où 52 % de la population a moins de 20 ans, cela a de quoi nous inquiéter. Comment Larry peut-il concevoir l'avenir avec confiance pour ses enfants? Notre État a fait des pas pour guérir les blessures du passé, mais il doit regarder vers l'avenir. Il est inacceptable, dans un État comme le Canada, que des citoyens comme Larry souffrent d'insécurité alimentaire, d'un accès ardu à un logement, d'une difficulté à assurer l'éducation à leurs enfants et qu'ils doivent de plus vivre avec les stigmates du passé. Les droits civils et sociaux sont indissociables et tout État qui aspire à améliorer la qualité de vie de ses citoyens et qui souhaite être un État respectueux de ses obligations internationales ne peut ignorer aucun de ces aspects. C'est d'autant plus important pour un pays comme le Canada qui souhaite faire figure d'exemple. Une démocratie véritable ne peut tolérer l'existence de citoyens de seconde zone et doit offrir des opportunités économiques et sociales à tous. La mobilité sociale qui découle du respect des droits économiques et sociaux est probablement un des facteurs clés pour déterminer la santé démocratique d'un État. Les difficultés du Grand Nord sont trop peu connues des Canadiens eux-mêmes et du monde. Le contexte ardu dans lequel Larry doit élever sa famille doit être connu et les acteurs sociaux canadiens doivent se concerter pour que l'avenir devienne rempli de promesses. Pour toutes ces raisons, je demande à mon gouvernement de reconnaître l'insécurité alimentaire et les problèmes socio-économiques qui règnent dans le Grand Nord comme une crise nationale et de prendre des mesures concrètes pour régler la situation à long terme afin qu'il n'y ait plus aucun esclave des glaces dans mon pays.